c'était fort sous. Vous l'avez dit, hein. Alors, Monsieur Benkels, on est ici dans un endroit que vous avez peut-être plus vu depuis quelques temps, un bar. Et on a recréé pour vous un bar spécial UC Louvain. D'ailleurs, vous avez un peu d'eau à votre disposition. Et surtout, quelques préparations de notre blogueuse food, Louise. Est-ce que tout ça n'aurait pas le goût de la vie d'avant, quelque part? Qu'est-ce qui vous manque le plus, justement, dans cette vie? C'est une très bonne question. Mais certainement un peu comme vous, le contact. Ouais. Bon, vous savez que j'ai un nom d'origine flamande, limbourgeoise, mais j'ai un prénom latin, et donc je suis quelqu'un de très tactile. Et donc, oui, c'est sans doute ce qui me manque le plus, c'est le contact avec les gens. C'est évident. C'est évident que c'est ce qui me manque le plus, même si quand je regarde ça, c'est vrai qu'il y a aussi les bons côtés, le côté gastronomique, mais ça, c'est vraiment secondaire. Évidemment, avec le masque, est-ce que vous pensez que j'étais un ganailleur? C'est dur à dire, hein, avec un masque, mais je dirais peut-être que oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai le sentiment d'avoir bien profité de ces belles années. Donc c'est clair. C'est clair que la guindaille, je l'ai peut-être davantage fait en Candie, où j'étais à Namur, qu'en licence, où quand même, il fallait une obligation quand même de prester, de résultats. Mais j'ai pas de regrets, et c'est pour ça aussi que je pense beaucoup à vous tous. Et du Parce que ça, c'est quelque chose, je me dis, si on me l'enlève là, c'est dur. Je vous soutiens. Mais il faut être positif, il y a d'autres choses qui sont à retirer, mais oui, je suis content de l'avoir fait, de m'être bien amusé. Et du coup, je suppose que vous avez eu l'occasion de faire les 24 heures vélo alors? Non seulement j'ai eu l'occasion de faire les 24 heures vélo, mais à l'époque, en commu, nous avons même été des précurseurs, puisque pour la première fois, lorsque j'étais en première licence, il y avait un stand commu. Wow. Ça n'a pas été tout de suite apprécié, parce que quand on change les habitudes, bof, on a fait un stand avec des bières spéciales, en plus belges, mais oui, évidemment, notre patrimoine, notre trappiste, etc. On s'est amusé comme des fous, et donc c'est vrai que les 24 heures vélo étaient quelque chose d'incontournable, sans savoir encore à l'époque quelle allait être tout à fait ma destinée, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Bah écoutez, c'est très bien tout ça, la guindaille, les 24 heures, mais Louvain-la-Neuve, c'est aussi les études. Alors peut-être que vous avez une anecdote un peu particulière, marrante, avec un prof d'UNIF à nous raconter? Oh, c'est une bonne question, ça. Je pense que j'ai pas mal de choses ici. Je me rappelle que j'avais un prof, parmi d'autres, vraiment exceptionnel, qui était Gabriel Ringlet, qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses dans le domaine du journalisme et au-delà. J'ai beaucoup de très bons souvenirs de cette période. Et je pense que Louvain-la-Neuve m'a permis, au-delà d'avoir une anecdote, m'a permis de prendre confiance en moi. Ça peut peut-être paraître surprenant, mais ce n'était pas nécessairement toujours le cas entre l'image qu'on veut donner et celle qu'on est vraiment. Et j'ai pu, grâce aussi à certains de ces profs, maintenant, bon, je me souviens d'un prof, oui, qui était toujours assez, je ne citerai pas son nom, mais qui était toujours un petit peu désabusé parce que je crois que lui avait raté 4 ou 5 fois l'examen d'entrée à l'RTBF et ses étudiants étaient en train de réussir presque à tous les coups, parce que l'année où j'étais là, je pense qu'on a été une bonne demi-douzaine à être engagés en l'espace de quelques mois. Et il y avait là, évidemment, un visage envieux, mais que je revois avec, non pas délectation, mais avec compassion. Et donc, le journalisme, est-ce que ça a été une évidence pour vous dès le départ? Non, pas du tout, pas du tout. Certes, lorsque j'étais petit, j'avais la manie de commenter les événements sportifs. Dès l'âge de 10 ans, on me voulait toujours tous mes copains me voulaient dans leur équipe de foot. Pas nécessairement grâce à mes talents de buteur, quoique, je feins d'y croire, mais parce que je commentais les matchs qu'on jouait entre nous, et ça les amusait beaucoup. Quand j'allais dans ma chambre, mes parents étaient convaincus que j'étais en train de bosser, et pas du tout, je sortais un petit jeu qui s'appelait, à l'époque, le Subutéo, qui est l'ancêtre de la PlayStation, et je passais des heures à commenter des matchs de foot. Donc j'avais ça en moi. Quand j'arrivais à la plage en vacances, je construisais
dans le sable, des circuits de Formule 1 ou des montagnes de cyclisme. Et je prenais des petites capsules de bouteilles qu'à l'époque je n'avais pas picolées, hein, mais des petites capsules de bouteilles sur lesquelles j'inscrivais le nom, soit du pilote de Formule 1, soit du coureur cycliste dans les années 70. Et je les lançais avec mes doigts et je faisais mes courses. Donc j'étais vraiment là-dedans, mais c'était une passion. C'était quelque chose d'un peu, disait mon père, maladif, viscéral. Mais je n'avais jamais imaginé en faire mon métier. Donc j'ai fait des candidats en droit et là j'ai eu, mais vraiment comme quelque chose qui m'est arrivé, comme une évidence. Et dès que je sortais du chemin, quelque chose, un événement me ramenait toujours dans la même direction. Et vous savez, quand à la 12e fois, vous essayez de sortir d'un labyrinthe et que vous retournez toujours dans le labyrinthe, vous vous dites, voilà, c'est sans doute ça, la destinée. Ça, j'y crois, vraiment. Dans un métier comme le vôtre, est-ce que les études vous ont apporté quelque chose d'autre, en plus de cette confiance en soi? Certainement, une culture générale. Parce qu'au moment même, on se dit, mais à quoi ça me sert de faire mes candidats en droit? De toute façon, dans le meilleur des cas, je suis avocat et de toute façon, en dernière licence, on nous dit encore, c'est quand vous ferez votre stage que vous apprendrez vraiment. Donc c'est ça toute la difficulté, je pense, pour vous aujourd'hui. Et sans rentrer maintenant dans la problématique du coronavirus et de tout ce que cela implique, c'est qu'on ne se rend pas rarement compte au moment même de ce que ces années apportent. Bien sûr au niveau de l'amusement, mais au niveau du fond. Moi, aujourd'hui, si je peux m'intéresser à plein de choses, si j'aime commenter le Tour de France, c'est parce que, contrairement à toutes les autres disciplines, ça me permet de parler de culture, de géographie, d'architecture, d'histoire, de gastronomie, de sciences, d'aborder plein d'autres domaines. Et ça, c'est clair que les études universitaires nous offrent vraiment un bagage dont on ne soupçonne peut-être pas l'étendue au moment même, mais si on est attentif, dont on finit par tirer vraiment le profit. En tout cas, on a tous, je pense, la possibilité de le faire. Après, on l'utilise ou on ne l'utilise pas. Chacun fait comme il peut ou comme la vie lui permet de le faire ou pas. Et alors, pendant le confinement, justement, est-ce que vous avez occupé vos journées d'une manière particulière, peut-être du sport ou autre chose? Bonne question. Alors c'est vrai que moi je suis un grand privilégié parce que ma vie fondamentalement, professionnellement, n'a pas énormément changé. Je dirais qu'à 80%, sauf peut-être pendant la période avril, mai, juin, mon métier est resté le même. Et encore aujourd'hui avec les nouveaux médias, on a été réorienté. Et moi j'étais surtout fait pour faire de la télé, mais là on a fait un peu de radio, on a fait du web, on a fait plein de trucs, donc voilà. Mais c'est vrai que je ne vous cache pas que je me suis remis un peu à faire du sport, que ce qui se passe aujourd'hui nous fait prendre conscience qu'on doit écouter un peu plus son corps, faire plus attention à son corps, qu'on peut continuer à gadailler, mais qu'à côté de ça, si on ne fait que ça, c'est pas sain. J'ai acheté un vélo sans moteur et je fais des sorties et ça me fait un bien fou. Et j'ai même fait quelque chose, je ne me sentais pas du tout capable de faire, je me suis mis à cuisiner. J'ai la chance d'avoir une femme qui cuisine remarquablement bien, donc je ne me suis jamais posé la question. Mais là, c'est devenu un plaisir. N'exagérons pas, hein, si je le fais 1 ou 2 fois par semaine, c'est le maximum, mais partant de zéro. Et je ne m'imaginais pas, par exemple, que je pouvais prendre du plaisir, oui, en faisant du sport, mais pas en cuisinant. Et c'est le cas. Et Quelle est votre spécialité alors? Ah, il y en a énormément, mais ce que je fais le mieux reste quand même un plat assez simple, c'est le chili con carne. Il paraît qu'il est top, mais très épicé. J'espère que ces premières questions vous ont ouvert l'appétit, parce que du coup, on va pouvoir passer en haut pour le plat. Top, je vous suis. Oh, de la Saint-Feuillin. Quoi d'autre? De la blanche de Namur. Vous ennuyez pas, hein? Aux chandelles. C'est ça, aux chandelles. Et on est encore une nouvelle fois face au bon petit plat de Louise. Tant qu'on est dans le vif du sujet et qu'on rentre dans le plat, qu'est-ce qui a pu vous permettre et vous a amené aux commentaires sportifs? Eh bien oui, ça, vous avez mis les pieds dans le plat. C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Je dirais que les choses se sont vraiment passées de manière naturelle. Mais peut-être que c'est aussi, d'une certaine manière, certains de mes échecs qui m'ont permis d'arriver là. Quels échecs vous ont permis d'en arriver là et qu'est-ce que vous avez appris de vos échecs
justement pendant votre parcours à l'université? Ce qui s'appelle remarquablement rebondir sur la question. Ouais. Félicitations. Mais je crois qu'on a tous des moments de doute. Et je ne cache pas que je chantais bien en droit que ce n'était pas nécessairement la voie que je devais suivre. Quand on a un échec, on a deux options. Où on se dit on est catastrophé, ou on se dit voilà, on perd le moral. Ou on se dit cet échec, il est là pour me montrer quelque chose. Et de toute façon, on ne réussit pas dans la vie si on n'a pas des échecs. Et donc, je pense qu'à un moment donné, dans mon esprit, j'ai eu un déclic. Et le déclic, ça a sans doute été la passion de ce que je faisais, et qui m'a permis de faire en sorte que ces échecs, que je puisse rebondir. On a tous des échecs à un moment donné. Même la plus grande 10, ça peut être des échecs cachés. Et s'ils sont là, c'est qu'on veut peut-être nous indiquer quelque chose. Le tout, c'est de trouver le bon chemin, à un moment donné. Certains le trouvent vite, d'autres le trouvent tard, et d'autres, malheureusement, ne le trouvent jamais. Et du coup, justement, ce serait quoi le meilleur conseil que vous donneriez à un étudiant qui, justement, passe dans une période peut-être un peu d'échec, une période un peu plus difficile pour lui? Mais justement, et je pense plus que jamais, alors, il ne faut pas sous-estimer l'échec, et surtout aujourd'hui, compte tenu de tout ce qui se passe, mais j'ai envie de dire, c'est là pour me montrer quelque chose. Le conseil que je donnerais, c'est d'être en éveil. C'est vraiment le mot. À un moment donné, un échec devient une opportunité. Mais il faut en être conscient, il faut le voir, il faut regarder autour de soi. Vous êtes aujourd'hui, les jeunes, dans une période où, inévitablement, et la crise sanitaire accentue cela, où on est attaché à son PC, à son smartphone, aux réseaux sociaux, etc. Et donc, je ne dis pas qu'il faut complètement abandonner ça, mais à un moment donné, on a une chance extraordinaire avec le Covid. C'est qu'on a du temps. Profitons de ce temps. Et bien sûr, on n'a plus le temps, on n'a plus l'occasion d'aller faire les guindailles comme avant, d'aller au restaurant, mais on a du temps. Eh bien, ce temps, il faut l'utiliser. Et peut-être que vous pouvez l'utiliser à vous réorienter. C'est facile à dire parce que mon métier, c'est ma passion. Ma femme, mes enfants depuis tout petit, papa, on ne sait jamais si tu bosses ou si tu prends du plaisir ou si tu fais ça. Mais à un moment donné, c'est ma passion qui m'a permis d'arriver à ça. Donc, faites-le. Si vous n'aimez pas ce que vous faites maintenant, eh bien, profitez peut-être du temps que vous avez pour vous remettre en question, pour vous réorienter. Je vous donne un exemple. Sans rentrer dans les détails, j'ai une fille qui a 23 ans, qui est en dernière année en architecture. Elle était, au moment où le Covid est arrivé, il y a un an, en difficulté, en doute, comme tous les jeunes peuvent l'être pour le moment. Et on a eu une discussion, et elle n'y arrivait pas avec son mémoire. Elle ne trouvait pas le bon promoteur, ça ne marchait pas. Et je lui ai dit, écoute, ta dernière année, fais-la en 2 ans. Et prends le temps. Et en lui disant ça, je l'ai complètement libérée. Elle a trouvé maintenant un promoteur qui allait dans le sens de ce qu'elle veut, un peu le mélange de l'architecture avec les neurosciences. Aujourd'hui, c'est pas très très simple. Comment combiner l'architecture et les énergies. Je lui ai offert cette possibilité-là. Maintenant, elle en a vraiment profité. Et non seulement elle est épanouie, mais en plus, elle bosse. Donc à 50%, elle fait son mémoire, et à 50%, elle fait du concret. Eh bien, je crois qu'on peut tous arriver à ça. Alors si on se complaît, qu'on se dit « Oh, j'ai pas le moral, c'est la catastrophe », et je ne veux pas sous-estimer, hein, c'est dur. Hein. Moi, si on m'enlève ces années, quand je repense et que je dis « Mais tout ce que j'ai guindaillé, je sais que c'est dur, vous ne pas pouvoir le faire, mais c'est comme ça ». Eh bien, quels sont les avantages de vos inconvénients? Essayons d'en trouver. Je sais que c'est plus facile à dire, hein, de nouveau, et je ne sous-estime pas. Mais allez-y, les gars, vraiment, vraiment, quitte à vous réorienter et profiter de ce temps-là pour essayer de faire quelque chose que vous aimez. Et quand on a la passion, la vie est un bonheur. Et la question du temps, c'est justement très intéressant. En résumé, le conseil que vous donnez donc aux étudiants, c'est que c'est pas toujours la meilleure solution d'être en pole position et que parfois il faut aussi
apprendre à arriver un peu plus tard? Peut-être, mais chacun doit trouver son chemin, mais il faut être en éveil. Je veux dire que si le fait d'être toujours sur mon téléphone, tout le temps sur mes réseaux sociaux, me fait passer à côté de quelque chose, mais même dans votre vie sentimentale, peut-être que vous allez avoir l'homme de votre vie, la femme de votre vie qui va passer devant vous et vous ne l'avez pas vu parce que vous étiez sur votre smartphone. Et ça peut changer toute votre vie. Il y avait une pub comme ça où il y avait le plan A, c'est le gars qui est dans la rue. Il regarde et il tombe fou amoureux et puis il se crée une famille magnifique. Évidemment, c'est idyllique. Et puis le plan B, en fait, il n'a jamais vu la fille qui est passée parce qu'il regardait. Voilà. Bon, il faut vivre avec son temps, on est tout à fait d'accord. Mais essayons de... Moi, je pense qu'on a tous à un moment donné, à certains moments de notre vie, des opportunités. Mais quand elles se produisent, il faut les voir. Moi, je suis sûr qu'on a des messages formidables à faire passer, mais la jeunesse, pour moi, c'est l'enthousiasme. Moi, j'essaie de faire passer ça à travers mon boulot parce que je l'aime, mais essayez, faites en sorte de rester enthousiaste. C'est votre force. Vous êtes pas le futur, vous êtes le présent dans notre société. On a besoin de gens... Et je sais que la situation est compliquée, je sais que c'est dur, je sais que c'est frustrant. Vous vivez peut-être les plus belles années de votre vie pour le moment. N'oubliez pas que vous jetez les bases de toute la suite, Donc, dans la mesure du possible, faites ce que vous aimez. Justement, cette capacité à rebondir, cette réorientation, je me permets de faire un lien avec votre parcours personnel. Vous avez commencé par un bachelier à Namur, on l'a dit, puis ici à Louvain-la-Neuve en journalisme. Quelqu'un qui souhaiterait également aujourd'hui se réorienter, changer de filière. Qu'est-ce que vous lui conseilleriez, lui souhaiteriez peut-être aussi, est-ce qu'il y a un déclic? Mais je crois que c'est très personnel, ça va dépendre. Moi, je le redis, il faut être à l'écoute, il faut regarder autour de soi, écouter, s'écouter, essayer d'avoir confiance en son intuition aussi. Moi, je crois beaucoup en l'intuition. Si vous ressentez quelque chose plusieurs fois, il y a des signes. Je crois que la vie vous donne des signes. Ça vous est déjà arrivé parfois de rêver de quelque chose et puis vous avez 3 fois ou 4 fois un obstacle pour l'atteindre. Ça veut peut-être dire quelque chose. Et inversement. Donc moi je dirais, voilà, simplement, prenez le temps. Et ça, c'était pas prévu. C'était pas du tout prévu. C'est qu'à votre âge, on ait le temps. Je dis pas que c'est bien, mais c'est comme ça. Et donc, utilisez ce temps peut-être aussi pour que dans vos réflexions, dans vos relations, peut-être privilégier la qualité à la quantité aussi. Je parlais pas uniquement des shops qui sont derrière. Hein. mais voilà, mais c'est très difficile parce que je ne veux pas être là comme quelqu'un qui donne des leçons. Parce que chacun a une vie différente. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut croire en soi, croire en son intuition et les opportunités sont là. Et ne pas se décourager quand il y a un échec. Ne pas se décourager, il y a toujours une raison pour laquelle il y a un échec. Ça, j'en suis convaincu. Et si c'est 3 fois le même échec, eh bien, ça veut peut-être dire quelque chose. Ça veut peut-être dire qu'il faut faire autre chose. Ou faire ce que vous faites autrement. Je crois. Vous avez parlé de temps. Vous avez passé 2 ans à l'UC Louvain. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour en faire le tour, point de vue université, point de vue... Mais ça veut dire quoi, faire le tour? Est-ce que vous pensez justement avoir tout vu de Louvain-la-Neuve? Non, ou est-ce que... on ne voit jamais tout de Louvain-la-Neuve. Vous auriez peut-être souhaité, si vous avez eu l'occasion, peut-être de profiter quelques années supplémentaires à Louvain-la-Neuve, alors par exemple? Oui, mais enfin, j'ai déjà approfondi un peu à Namur. Hein. Donc, je pensais qu'à un moment donné, mes parents m'ont quand même clairement dit, vu le coup du Minerval, tu ne vas plus trop approfondir. Je pense que le message était très clair. Non, j'ai pas de regrets. J'ai bossé quand il fallait bosser. J'ai fait les erreurs au moment où j'ai fait les erreurs. Je me suis amusé quand j'ai dû m'amuser. Je pense que j'ai trouvé un équilibre. Et les 3 années, parce que j'ai passé 3 années aussi, j'ai aussi fait ma première licence en droit où définitivement j'ai compris qu'il fallait que je passe à autre chose. Parce que quand je parle d'échec, je n'ai pas seulement connu un échec à Namur, j'ai connu un échec ici en première licence en droit, où je me suis vraiment rendu compte que ce n'était pas mon truc. Quoi. Voilà, je n'utiliserai même pas le mot échec, parce qu'à Namur, c'était un échec, parce que j'ai raté des examens. Ici, je ne les ai pas présentés, parce que j'étais déjà sur autre chose. J'étais déjà parti dans une autre voie. Non, ce n'était pas un échec, c'était quelque chose. C'était une évidence. Mais c'est clair que les 3 années que j'ai passées ici... je ne les oublierai pas, et d'ailleurs je me suis fait des amis, mon meilleur ami, le parrain de mon fils avec qui j'ai coté,
mon témoin de mariage, enfin, on se fait aussi des liens, je crois, très forts pour la vie. Et je dois dire que dans mon métier, où j'ai la chance, le privilège de rencontrer parfois des stars hein, du monde du sport, de les côtoyer et tout, c'est excellent pour mon équilibre mental de savoir que mes amis ne sont pas dans mon milieu professionnel et de savoir que je les ai et que si à un moment donné, comme on dit, je prends la grosse tête, mais ce seront les premiers qui vont me le dire et qui vont me remettre sur le droit chemin, c'est très important. Et ça, je crois aussi qu'il ne faut pas sous-estimer ça. Ce sont les amis qu'on se fait. Maintenant, évidemment, vous êtes des plus petites bulles que moi à l'époque, mais je suis certain que vous connaîtrez encore très vite des bulles un peu plus importantes. Écoutez, en parlant de bulles, justement, je me permets d'aborder un petit peu ma promo en journalisme, ici en Master 2, et je ne vous cache pas que certains de mes camarades rêvent de devenir le prochain Rodrigo Benkens. Alors, qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Mais je crois que c'est un peu une synthèse de ce que j'ai dit maintenant. Je dirais qu'il faut rester soi-même. Quand on est un journaliste à la TV, on n'est pas un acteur de cinéma. C'est pas de la fiction. Donc on ne joue pas un rôle. Je crois qu'il faut essayer de rester soi-même. Il faut faire preuve de beaucoup d'humilité, parce qu'on peut faire des erreurs tout le temps. Vous savez, dans mon domaine, il y a des gens qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi. Il faut être prudent, il faut aussi être blindé, parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, une petite erreur peut prendre des dimensions énormes. Donc, moi, je conseille souvent aux jeunes, quand ils commencent, de ne pas aller lire ce qu'on dit. Parce que déjà, quand quelqu'un débarque et qu'il est neuf, on n'aime pas trop le changement, on se demande celui-là d'où il vient, quelle légitimité il y a. Le plus grand médecin du monde n'avait aucune légitimité la première fois qu'il a opéré, et voilà. C'est comme ça dans tous les domaines. Donc il faut quand même être... quand on veut faire un métier public, il faut être blindé. Donc évidemment, moi, quand je dis aux jeunes, ne regardez pas, il suffit que je dise ça, ils vont voir encore plus. Hein. Ça, c'est toujours l'interdit. Et je comprends. Mais il faut essayer de faire abstraction de ça et bosser. Rien à faire. Je veux dire que la passion, c'est formidable, mais il faut du travail. Derrière tout ça, il faut préparer ses dossiers, il faut les connaître, c'est comme dans tout. Moi, si je me fais opérer demain et que mon anesthésiste ne sait pas comment il faut faire, je ne me réveille pas. Hein. Donc chacun dans son domaine, voilà. Moi, je dirais, c'est bien, c'est un magnifique métier, c'est exigeant. Hein. Faut quand même savoir que en moyenne, c'est 48 à 49 week-ends sur 52 où on n'est pas à la maison, hein, si c'est vraiment ce que vous voulez faire. Mes enfants n'ont jamais... papa n'était pas à la fête de l'école pendant des années. Ils n'en sont pas malheureux parce que j'ai compensé. Les autres parents n'allaient pas le mercredi après-midi ou un jour en semaine se mettre d'accord avec le prof pour aller faire un petit repas. Donc il faut trouver des choses. Je pense que c'est important pour la vie de famille aussi. Je crois que c'est essentiel. Et je dis rester soi-même et bosser. Voilà. Le talent, c'est quelque chose qu'il faut, mais qui est... J'aime pas mettre des pourcents, mais je dirais qu'il faut 50% de passion. Il faut 40% de travail, 45% et 5% de talent. Et le blocus approche. Est-ce que vous auriez un petit conseil, une petite astuce que vous donneriez, que vous avez eu pendant votre blocus, qui vous a servi? Alors, ne prenez pas de médicaments. Ça, je pense que non. Alors, de nouveau, chacun fait ce qu'il veut, mais faites des choses saines. Moi, j'ai plein d'astuces, mais aujourd'hui, à mon grand âge, ces astuces-là, je ne les avais pas à l'époque. Quand je fais une Coupe du Monde de foot ou un Tour de France, où je dois être très concentré, j'ai besoin de récupérer. Je ne sais pas faire une sieste, j'y arrive pas. Alors, j'ai découvert quelque chose. Après, tout le monde ne doit pas faire ça. Il y a des personnes chez qui ça marche. Moi, je fais une méthode qui s'appelle la luminothérapie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Ce sont des lunettes qui, sur base de sons, il y a 2 petits écouteurs dans chaque oreille, et alors des images, des couleurs qui passent. Vous programmez certaines choses. Donc en clair, en période vraiment très intense,
Je me fais 3 séances par jour, toujours très courtes, après avoir discuté avec un neurologue quand même pour savoir ce que je peux faire ou ce que je ne peux pas faire. Prenons un exemple, quand je reviens après une étape du Tour de France, je ne vais jamais dormir avant minuit, je dois me lever à 6 h du matin. Le cerveau, ça travaille, ça travaille. C'est comme avec vos examens, ça travaille. Il faut dormir, il faut dormir. Et vous vous dites, oui, mais pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai pas fait ça? On peut l'appliquer à un examen, oui, mais j'ai eu examen hier, pourquoi j'ai pas fait ça? Ou j'ai examen demain, est-ce que Et donc, le cerveau travaille. Or, la tête doit se reposer. Le corps et le cerveau doivent se reposer. Donc moi, j'ai une petite application qui fait 20 minutes, où j'ai une histoire très douce, avec quelques exercices de respiration au début, et je ferme mes yeux, et à un moment donné, j'ai 2 voix différentes qui me racontent 2 histoires différentes, et j'arrive jamais au bout de l'histoire, je m'endors. Donc ça veut dire qu'en 10 minutes, je dors, donc j'ai un sommeil très, très bon et très rapide, et ça m'évite de réfléchir. Le lendemain matin, j'ai la même chose, en 7 minutes, j'ai un truc, mais pas pour s'endormir, avoir la pêche, ouais, voilà. Hein. Et alors je fais une petite micro-sieste quand c'est possible, parfois, pas tous les jours, au milieu de la journée pour me revigorer. J'ai tenté ça il y a 3-4 ans, ça a des effets remarquables. Donc, prendre un somnifère, ça je fais plus. Si je dis je fais plus, ça veut dire que je l'ai fait. c'est pas bon. Vous avez aujourd'hui, les jeunes, des outils que nous n'avions pas. Donc de nouveau, vous avez plein de choses que nous on avait et que vous n'avez pas. La guindaille, et de nouveau, je ne sous-estime pas, mais il y a des outils qui existent, et à chacun, parce que 2 personnes vont recevoir les choses différemment, mais de voir comment on peut, mais on a besoin d'avoir son cerveau reposé pour la nuit, et en éveil, au moment même, il faut être attentif, il faut être concentré. Petite pub, ma fille s'est mise à faire des petites méditations sur YouTube, et elle en a fait 2-3 spécialisées, rien que pour moi. C'est génial. C'est génial, quoi. Et moi, ça me détend, ça me repose. Après, chacun fait ce qu'il veut. Ça peut être du yoga. Il y a plein d'outils aujourd'hui naturels. Ce serait dommage de passer à côté. De toute façon, ça ne vous fera pas de mal. Il n'y aura pas d'effet secondaire. C'est super, on note le conseil en tout cas. Et tant qu'on est à table, je vous propose de jeter un coup d'œil à ce menu qui a pris une tournure un peu particulière pour l'occasion. Voilà, et je vous invite peut-être à la montrer à la caméra et expliquer ce que vous voyez sur la photo. Où avez-vous trouvé ça? Ça, c'est un de mes premiers Tours de France, début des années 90, sur la ligne d'arrivée. Je me demande, ça pourrait bien être à l'Alpe d'Huez, ça. Vous aviez quel âge à l'époque? C'est pas une question qu'on pose, ça. Je dirais... Je devais avoir un peu moins de 30 ans. Qu'est-ce que vous diriez à ce Rodrigo Benkens de moins de 30 ans? Ah, écoute, à l'époque, tu ne te teignais pas encore les cheveux en gris. J'ai l'air d'un gamin. Je dirais qu'aujourd'hui, j'ai toujours la même passion qu'à l'époque. Toujours. Et que si je n'avais plus cette passion, je ferais autre chose. Donc je lui dirais, écoute, finalement, t'as pas si mal fait ton job, mais t'as encore une belle marge de progression, mon gamin. Est-ce que vous auriez peut-être un petit mot, si vous devriez dire une phrase aux jeunes, qu'est-ce que vous diriez peut-être en ce moment même à l'approche justement de mesures qui deviennent de plus en plus restrictives? Je veux vous envoyer un message d'optimisme. Je dis, regardez le sport sur la RTBF. Ça va vous détendre, je vais essayer de vous apporter de la pêche. Non, je dirais, c'est pas simple. C'est franchement pas simple du tout. Et je suis bien... Franchement, je vais être très honnête. Si j'avais votre âge, si j'étais dans votre situation, je ne saurais pas comment je réagirais. Moi, je vous parle avec l'expérience d'un gars qui est quand même sorti de l'UNIF il y a plus de 30 ans. Hein. 35 ans quand même, moi. Je suis sorti de l'UNIF. Donc, mais avec ce que je sais aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, allez-y. Et je vois quand même que vous avez tous, à travers vos masques, des yeux qui pétillent. C'est dur, mais c'est vous qui allez faire le monde demain. Et déjà, je le dis déjà aujourd'hui. Donc croyez en vous, et essayez de jouer sur les valeurs essentielles qui sont aussi un petit peu les valeurs que demande cette
cette pandémie, c'est la solidarité, c'est courage, mais profitez du temps que vous avez et les opportunités vont se présenter devant vous. Mais regardez-les. Ouvrez les yeux. Puisque ça, au moins, contrairement à notre nez, à notre bouche, pour le moment, les yeux, là, on peut tout voir. Et ça, c'est et bon courage, les gars, parce que de toute façon, un blocus, ça reste un blocus. Et mais les profs vous feront pas de cadeaux, hein. Ça, j'y crois pas, il n'y a pas de raison. Ils n'en ont pas fait pour moi, je vois pas pourquoi ils en feraient pour vous. Et une fois le blocus, les examens passés, il y a l'étape suivante, quand on finit des études, les premiers jobs, la rentrée dans le monde professionnel. Est-ce que vous pouvez nous raconter vos premiers pas dans ce monde des médias? Tout est arrivé à la vitesse d'un ouragan. Quand je suis arrivé, et la RTB voulait m'engager, mais ne pouvait pas m'offrir de contrat parce que je devais encore faire mon service militaire à l'époque. Tout s'est enchaîné, j'ai fait mon service et j'ai été démob un 31 octobre et le 1er novembre, je signais mon contrat. Et c'était le 1er novembre 89, et donc tout de suite j'ai commencé, et mon premier été, j'ai enchaîné la présentation de la Coupe du Monde 1990. Je me suis fait 15 jours la Coupe du Monde en Italie, mais en studio. Ça vous dit plus rien, mais avec des noms comme Schifo, Geretz, Keulemans, Prudhomme, etc. La Belgique aurait dû déjà aller très loin s'il n'y avait pas eu un arbitre qui avait donné un coup franc inexistant à l'entrée du rectangle, un joueur qui s'appelait Platt, et qui nous a marqué à la 120e minute alors qu'on allait aller au tir au but et qu'on était 10 fois plus fort au tir au but. Mais bon, on ne refait pas l'histoire, c'était il y a plus de 30 ans. Donc j'ai commenté, j'ai présenté pendant 15 jours la Coupe du Monde de foot. Quand on commence et qu'on présente quand même la Coupe du Monde de foot, voilà, mon boss m'a dit, tu vas commencer avec ça, le petit, et puis tu enchaîneras, tu partiras tout de suite au Tour de France. Bang! Donc c'était vraiment un baptême terrible. Donc je suis tout de suite arrivé, pour utiliser une métaphore facile, j'en conviens, le nez dans le guidon. Et on trouve facilement sa voix de commentateur? Vous savez, à ce moment-là, vous ne posez pas de questions. Moi, si on m'avait demandé de faire de l'aviron, j'ai fait un peu d'aviron, de lutte gréco-romaine. Vous savez, quand vous prenez tout, hein. Si on m'avait demandé de faire du curling, j'aurais fait du curling. Vous savez ce que c'est le curling? Bien sûr. Ah ouais, merde, génial. Ben oui, vous savez, à un moment donné, on fonce, on a une opportunité extraordinaire, c'est quelque chose de presque inespéré. Moi, je n'imaginais pas pouvoir faire de ma passion mon métier. Jamais je n'ai imaginé ça. Et quand on se rend compte que c'est le cas, allez, on prend. Et c'est pour ça que je suis un petit peu aussi mal à l'aise. J'ai envie de vous donner des conseils, mais je me rends bien compte que je suis un cas un peu à part, parce que voilà, ça m'est tombé dessus comme ça, et je crois au destin, je pense que c'est comme ça, c'était écrit, il n'y a rien à faire, c'était écrit. Je ne sais pas si j'ai eu d'autres vies ou si j'en aurai d'autres, mais en tout cas dans celle-ci, il fallait que ça se passe comme ça, il n'y a rien à faire, et je le répète chaque fois que j'ai eu des moments difficiles à certains niveaux, et à certains moments où je me suis dit, il faut que j'arrête ou il faut que je fasse autre chose, mais directement après, il y avait un autre événement qui me disait, mais non, c'est ça que tu dois faire. Écoutez les signes de la vie, et ils sont nombreux, je le répète, et quand ils se présentent à nous, il faut les voir. Justement, on a un signe qui se présente. Un signe de la vie. Sur ce conseil, du coup, on va vous laisser manger. Oui. Et pour ça, on va appeler Louise pour pouvoir présenter la petite assiette de tapas. Et on se retrouvera après au salon en bas pour un petit moment plus sucré. Super. Donc, ici, vous avez des petites boulettes de poulet avec de la feta à tremper dans le tzatziki qui est à côté. Puis alors, une petite salade de patates douces avec des chips de copa, des grenades et de la feta. Et des petites figues avec une vinaigrette miel truffe et des petites burrata avec un peu de roquette. Bon appétit. Est-ce que je peux dire à tout le monde qu'il n'y a pas de prompteur, hein, vous faites ça de mémoire. Hein. Non, parce que j'ai des collègues qui, lorsqu'ils font ça, ont un prompteur. Ah oui? Je ne triche pas. Non. J'ai pas dit qu'ils trichaient, hein. Ils utilisent un outil. Super.
Super. Bon appétit. Merci. Mais du coup, je vous invite à vous mettre dans les fauteuils, à votre aise. Merci. Et voilà, on se réunit autour d'une touche sucrée pour finir ce petit repas en votre compagnie. Et le tout à Louvain-la-Neuve, une ville dans laquelle vous revenez régulièrement. Peu. Très peu ces derniers temps. Je crois que j'y suis revenu peut-être 2 ou 3 fois sur ces 5 dernières années. Qu'est-ce que ça vous fait à chaque fois? Oh, ça me rappelle des bons souvenirs. J'ai un côté un peu nostalgique, c'est vrai. Ça me rappelle plein de bonnes choses et dire que finalement, il y a Venise et il y a Louvain-la-Neuve, quoi. C'est-à-dire que ce sont 2 villes intemporelles. Est-ce que justement, vous avez eu la chance de coter à Louvain-la-Neuve? Oui, oui. Et c'est vous qui dites que c'est une chance, hein. Et justement, comment est-ce que vous pensiez la vie en côte serait si vous deviez reprendre un côte à Louvain-la-Neuve avec un âge pour aller dans un côte? Ce serait différent. C'est-à-dire que je serais plus dans ma bulle. J'irais moins souvent jouer au 421 au Blanchefaux, ce que je faisais souvent. Très fort au 421, très fort. Mais non, ce serait différent. Ce serait inévitablement différent. Donc je ne peux pas vous dire maintenant, très honnêtement, ce que je ferais, comment je m'y prendrais, mais ça serait évidemment quelque chose de tout à fait différent. Maintenant, il n'y avait pas non plus ces établissements lumineux, magnifiques comme cela, mais j'essaierai d'être en forme pour réussir mes examens. Si vous deviez faire une journée dans ce côte particulier, avec cet âge si particulier, et maintenant, comment est-ce que vous feriez une journée peut-être maintenant? D'abord, j'irai prendre mon petit déjeuner au café, puis je prendrai l'apéro au café, puis je mangerai au café le midi, j'irai au café l'après-midi, et puis le soir, je regarderai où il y a une belle soirée et où on pourrait s'amuser. Ça, c'est dans le monde idéal. Ici, tout ça n'est pas possible. Donc, je pense que j'occuperai mon temps entre 3 choses. C'est étudier. Ça me paraît indispensable. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas d'autre moyen de réussir. Réfléchir. Penser. Essayer de faire un travail d'introspection. Est-ce que je suis bien? Je ne suis pas bien? Est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Et alors, quand même bouger, hein? Bouger. Il faut s'aérer pas seulement l'esprit, il faut le corps, hein? Car l'esprit n'est rien si le corps n'est pas bien et inversement. Donc c'est vrai que je regarderai ce qu'il y a comme possibilité, faire du sport. Je pense que moi, par exemple, j'essaierai de faire certainement une balade à vélo tous les jours. Si je n'ai pas de vélo, aller ne fût-ce que promener. Oui, bouger. C'est indispensable. Indispensable. De toute façon, vous ne pouvez pas étudier et réfléchir. Ce sont deux démarches intellectuelles qui font travailler votre mental si votre corps n'est pas bien. Donc il faut bouger, et puis je crois que jusqu'à preuve du contraire, se bouger le corps, c'est un moyen aussi C'est de nouveau difficile de donner ce conseil-là. Je ne suis pas un scientifique, mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est que le stress n'est pas bon. Alors, le fait d'être en examen, ça génère inévitablement une certaine anxiété, et la pandémie ajoute encore à ce stress, et ce dont je suis sûr, c'est que le stress ne renforce pas notre immunité, au contraire. Donc il faut tout faire pour essayer d'être moins stressé. Et donc, comme je le disais, d'utiliser des outils, ceux qui vous conviennent le mieux. Oui, je ferai du sport. Vraiment, faites ce qui est possible de faire. Je ne dis pas qu'il faut faire du kayak, comme aurait dit notre Premier ministre jadis, mais pourquoi pas, vous avez ici je ne sais pas ce qu'il y a moyen de faire, mais en tout cas, peut-être se prévoir un petit moment dans la journée, par exemple. Oui. Alors après, à chacun de voir.
Certains, beaucoup ont l'esprit peut-être plus dégagé le matin, mais ça dépend. Ça pourrait, dans un monde idéal, ça pourrait par exemple se lever relativement tôt, aller nager une demi-heure, étudier, et puis peut-être en fin de journée, maintenant qu'il y a eu le changement d'heure là, et que les journées sont plus longues, peut-être aller... Moi, j'irais rouler 1 heure ou 2 à vélo, et quitte à peut-être... après, essayer de garder aussi un petit peu de temps, pour le loisir, puisque il faut occuper ce temps qu'on avait avant pour aller au resto, pour aller boire un verre, on l'a pas. Utilisons ce temps pour essayer de diminuer notre anxiété, nos peurs qui sont bien légitimes, mais qui de toute façon sont un obstacle tant pour nos examens que pour la pandémie dans laquelle on est. C'est mon sentiment. Effectivement, le sport, c'est un bon moyen de déstresser. Et aussi, je ne peux m'empêcher, avec ce beau tourne-disque à côté de moi, d'évoquer la musique aussi comme moyen de déstresser. Oui, c'est vrai. Je vais vous tendre ces quelques vinyles. Peut-être qu'un vous sautera aux yeux pour une manière particulière. Je vous invite à nous expliquer pourquoi. Oh. Vous avez pris des trucs de mon époque, évidemment. Hein. Bon, tout est bien. Hein. Ouais, moi, j'adore le jazz. Moi, j'adore le jazz. Je suis un fan de jazz. À la Mue, j'allais toujours au piano bar, où il y avait des concerts en direct. J'adore le jazz. Mais je pense que je ferai un mixte. J'adore Sting. Je préfère d'ailleurs le Sting en solo que le Sting de Police. Mais je pense que je choisirai ces 3-ci. Quoiqu'Edith Piaf, un jour, l'hymne à l'amour, ma femme m'a chanté ça un jour. J'ai quand même beaucoup de chance. Hein. Elle chante pas mal. Donc je préfère l'hymne à l'amour chanté par ma femme. Mais je prendrai ces 2-ci. Alors, c'est très différent. Simon & Garfunkel, c'est... j'aime bien Mrs. Robinson. Et Bridge Over Troubled Water, je crois que c'est... en tout cas, c'était à l'époque, je parle dans les années... fin des années 70, début des années 80, le disque le plus vendu de l'histoire à l'époque. Mais on est belge et ce gars est phénoménal, quoi. Ce gars est phénoménal. C'est un poète, il y a tellement de trucs là-dedans. Et aujourd'hui, à travers Brel, on pourrait le dire aussi Piaf, mais à travers Brel, il y a tout ce qui est le plus important dans cette vie. Et peut-être aussi, ça pourrait être un peu une conclusion aussi pour votre blocus et tout, c'est que ce type, c'est un générateur d'émotions. Et il ne faut pas avoir peur de montrer ses émotions. On a le droit de ne pas avoir le moral. On a le droit d'être triste à un moment donné, d'être découragé. Et les chansons de Brel, c'est véritablement une échelle des émotions, moi je trouve. Moi, plus je vieillis, plus j'aime Brel. Alors après, il y a de la provocation, il y a les flamandes, il y a la valse à 1000 temps, Madeleine, il y a le port d'Amsterdam, enfin tout n'est pas là. Les bourgeois, c'est incroyable. Et elle ne me quitte pas, ça c'est terrible. Moi j'ai envie de l'écouter tout le temps, sauf pour dire quand même au virus, c'est le seul truc que je dirais, quitte-moi quoi. Va-t'en, abandonne-nous, casse-toi. Je suis sûr qu'il ferait un disque qui dirait casse-toi. Mais mieux, hein, mieux, avec plus de poésie. Non, ce type est incroyable. Et je pense qu'une vie, quel que soit votre choix, elle sera réussie si vous y mettez vos émotions. Et c'est chouette si à l'arrivée, le bilan est d'avoir, évidemment, le but c'est d'avoir plus d'émotions positives que négatives, mais pour avoir la joie, le bonheur, l'amour, ce à quoi on aspire tous, mais on doit passer par des moments de tristesse, de doute, peut-être parfois même de colère, de désespoir. Mais la balance, elle est comme ça. Pas avoir peur de les afficher. Donc, je dois choisir une chanson.
Bah, les trois sont très bien. Voilà, Un moi trio. je prends ça, mais franchement, à part peut-être Travolta, ouais, Travolta et Culture Club moyen, et peut-être pas Cyndi Lauper, mais sinon tout est bon. Mais tout était bon dans les années 70 et 80, et tout sera encore meilleur, vous verrez, dans les années qui viennent. J'en suis sûr. On vous fait confiance. Mais en tout cas, moi, dans ce que j'ai entendu à travers ces vinyles, j'ai entendu parler de choix, de musique surtout, hein, de balance. Et tout ça, ça me refait encore penser un peu à la Guindaille. Et peut-être, pour vous, c'était quoi le bon équilibre entre fête et études? C'était quoi le bon équilibre à trouver peut-être pas en cette période, mais pour vous, à ce moment-là, c'était quoi le bon équilibre? Je ne l'ai jamais trouvé, le bon équilibre. Je dois être honnête, je ne l'ai pas trouvé. L'équilibre, je l'ai trouvé après, quand je suis arrivé dans ma vie professionnelle. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus désespérer. Peut-être pas quelque chose qui arrive tout de suite, quoi. Peut-être, mais pas chez moi. Je dirais même, vous m'aviez posé la question, est-ce qu'il y aurait un point positif si j'avais eu le Covid à la période où j'avais votre âge? Je dirais oui, je repense à ça. J'aurais une bonne excuse pour ne pas aller au cours. J'allais pas au cours en Candie. Quand j'y repense, c'était stupide. J'allais pas au cours. Et ça m'aurait donné ça aurait légitimé, mais ça m'aurait donné bonne conscience, on va dire comme ça. Votre meilleur souvenir, justement, de Guindaille, c'est vraiment ça que vous avez envie de savoir. Ah oui, c'est le meilleur, quoi, la plus belle anecdote que vous avez à raconter, justement. Ça, je vais quand même dire Joker. Parce que ça va impliquer d'autres personnes. Et ça, si ça n'impliquait que moi, je n'aurais pas peur. Mais j'ai fait des conneries. Mais je les assume. Et c'est ce qui m'a permis de grandir. Mais quand je dis des conneries, bon, c'est pas non plus des choses dramatiques, mais enfin voilà. Oui, plus l'avantage au 29, c'est qu'au moins on ne prend pas de bagnole, hein, parce que ça, les gars, de grâce, hein, ça aussi, c'est quand même quelque chose d'important, hein, parce que quand on ne peut pas tout foutre en l'air non plus, on ne peut pas foutre alors ça, il faut être prudent. Mais et puis de toute façon, il y en a eu trop des bons moments de Guindaille. Mais je vais peut-être quand même vous en raconter un. Et c'est déjà lié au foot. Je crois que c'est la dernière année que j'étais ici. On était en mois de décembre et il avait neigé. Et 2 jours après, il gelait. Il faisait, je ne sais pas s'il faisait moins 7, moins 8 degrés. En tout cas, suffisamment froid pour que la neige ne fonde pas. Et on avait regardé un match de foot. C'était un match entre Bruges et Dortmund. Et au match aller, les Allemands avaient gagné 3-0. Et au match retour, les Belges devaient donc gagner 3-0 pour aller à la prolongation, et donc 4-0 ou 5-1 pour gagner le match. Je suis allé voir ici, c'était au côte d'un copain, au Blanchevaux, et on était 5, et j'ai dit, écoutez les gars, si les Belges se qualifient, je fais 3 fois le tour de tout le bloc en calcif, en calba. Heureusement que j'ai quand même dit, mais j'étais convaincu qu'on n'allait pas se qualifier, évidemment. Et c'était 3-0 à la fin du temps réglementaire. Il y a eu prolongation et les Belges ont gagné au tir au but. Et la partie l'autre à minuit, comme vraiment pas très malin. Et j'avoue que pour faire quand même 3 fois le tour là, parce que j'étais quand même à pieds nus, le deal c'est que je ne gardais que mon caleçon, mon slip. Et heureusement quand même qu'il y avait quelques bonnes trappistes belges pour me permettre de faire cette tentative. Voilà, une petite connerie parmi d'autres. Il faisait noir, je ne pense pas avoir traumatisé les filles du coin. En tout cas, si tel a été le cas, personne ne m'a dit. Et finalement, je me dis que si c'est pour vivre des soirées comme ça, avec des belles qualifications des clubs belges, je serais presque prêt à le refaire. Allez. Sur cette belle anecdote, on vous remercie d'avoir participé à cette interview. Mais vous m'aviez dit que si je ne venais pas, il y avait retrait sur salaire, donc je n'avais pas le choix. Il fallait bien trouver quelque chose pour vous faire venir. Hein. Eddy Merckx. Personne. Oh, avec des regrets. Jogging.
première année dans le monde professionnel. Tour de France. Eddy, Remco, il faut d'abord qu'il apprenne à rouler à vélo. Eddy, lui, il sait rouler à vélo. Joker. Mon cœur à Namur, ma tête à Louvain-la-Neuve.